d'Europe 1. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin par le traditionnel rapport de début d'année de la Cour des comptes. Hors de contrôle. Les hauts magistrats qui scrutent les comptes de la nation ont publié hier un rapport accablant. Leur conclusion sert d'ailleurs de titre aux Échos ce matin. Les dépenses publiques sont désormais hors de contrôle. Pierre Moscovici, le patron de la Cour, est on ne peut plus clair. Ses propos sont repris dans tous les journaux. Nous ne pouvons plus nous permettre de reporter nos efforts. Si nous ne le faisons pas de manière volontaire, nous finirons par y être contraints. Alors, quelles conséquences peut avoir ce rapport ? Je vous rassure Dimitri, absolument aucune. Je ne sais pas si ça me rassure. Emmanuel Macron fera comme si de rien n'était, Bruno Le Maire se défendra en disant qu'il n'y est pour rien, Éric Lombard militera toujours pour un État omnipotent, et Sophie Binet continuera à dire que la France n'a jamais été aussi riche. Oui, après ce rapport, il ne se passera rien. Le patron de l'opinion, Nicolas Bétour, en est même désespéré. Il s'en ouvre dans une lettre ouverte à Pierre Moscovici qu'il publie à la une de son journal ce matin. Monsieur le Premier Président, combien de rapports avez-vous signés sans qu'ils percutent l'opinion publique, écrit-il ? Combien de ministres avez-vous tancés sans qu'ils en supportent les conséquences politiques ? Votre longue expérience vous a donné une parfaite connaissance des ressorts de la mobilisation des consciences. C'est à vous d'agir. Veuillez agréer, monsieur le Premier Président, blablabla. Et c'est vrai que la presse a ce matin moins les yeux tournés vers les comptes publics que vers l'Ukraine. Et c'est normal, car ce qui se passe est gravissime. L'annonce de la conversation directe entre Trump et Poutine par-dessus la tête des Européens et des Ukrainiens suscite la stupeur. Et tous les commentaires vont dans le même sens aujourd'hui. L'Ukraine, sous le choc, titre La Croix, et les Européens aussi, serait-on tenté d'ajouter. Que peuvent-ils faire à part de grandes protestations, se demande Jade Grandin de l'Épervier dans l'Opinion. Hier, les Européens se sont réveillés dans leur pire cauchemar, mis sur la touche des discussions sur un accord de paix en Ukraine déterminant pour la sécurité du continent tout entier. Ils doivent payer pour le soutien militaire, pour la reconstruction, mais ne sont pas conviés à la table des négociations. C'est le pire scénario, confirme Isabelle Lasserre du Figaro, celui d'une capitulation face au diktat de Vladimir Poutine, à qui Trump accorde tout avant même le début des négociations. L'Europe paye aujourd'hui le désarmement des années post-guerre froide, poursuit-elle, et son assoupissement à l'ombre de la protection militaire américaine. Nous affrontons aujourd'hui un moment de vérité, et ce moment est très dangereux, reconnaît un diplomate. Dans les Échos, le géopolitologue Thierry de Montbrial le dit sans détour, la perspective d'une troisième guerre mondiale ne peut plus être écartée. Après ces réjouissances, quoi d'autre dans les journaux, Olivier ? J'aimerais vous dire l'amour, pas la guerre, mais c'est pas vrai. Et même s'il est douloureux, il faut lire ce récit proprement hallucinant qu'a reconstitué le Parisien aujourd'hui en France. Récit de l'agression mortelle du jeune Elias par deux adolescents, où l'on découvre que ces voyous avaient fait du racket plus qu'un gagne-pain habituel, une sorte de loisir. Ce vendredi 24 janvier, ils décident d'aller faire une extorsion, comme ils disent. L'assassin se munit de sa zombie, c'est comme ça qu'il appelle sa machette, achetée quelques mois plus tôt et dont la lame dépasse les 40 cm. Après plusieurs échecs, il tombe finalement sur Elias, qui résiste. Et c'est à ce moment-là qu'il enfonce sa lame sous l'épaule de la victime. La aorte est touchée. Plus tard, chez lui, sous l'œil de sa mère, quand il se rend compte enfin de ce qu'il a fait, il joint son complice sur Snapchat. « Je crois qu'on a vraiment fait une dinguerie », lui dira-t-il. Et dans l'article, ils sont appelés Joe et Lucien, mais ce ne sont pas leurs vrais prénoms, ils sont mineurs, mais bon, on pourra toujours questionner le choix des prénoms en question. L'actualité, c'est aussi ce matin, Olivier Delagarde, la politique. Vous voulez toujours de l'amour ? Ne comptez pas sur Laurent Wauquiez, Catherine Ney nous en parle à l'instant. Il ne passera pas la soirée les yeux dans les yeux avec Bruno Retailleau. Certes, dans le Figaro, il se déclare, mais juste candidat à la présidence des LR. Mauvaise nouvelle pour lui, ce sondage Odoxa Backbone Consulting dans le même Figaro qui indique que les sympathisants LR, eux, sont plutôt amoureux du ministre de l'Intérieur. Mais je vois Catherine Ney qui s'impatiente. Quand va-t-il nous parler de la Saint-Valentin, se dit-elle ? Eh bien, chère Catherine, je ne vais pas en parler, car de manière presque surprenante, il n'y a rien ou presque, on a les journaux, pas le moindre petit cœur qui bat, pas le moindre bisou, mais parce que c'est vous, je vous propose pour finir une des plus belles chansons du répertoire, 1967, très belle année. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, Barbara. Du plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages. Barbara sur Europe 1 pour illustrer la Saint-Valentin à la sauce de Lagarde. Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre revue de presse tous les matins.